Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Wallonimo. Bonjour Sylvain. Bonjour Jonas, tu vas bien? Très bien, merci. Comme c'est le premier épisode de notre nouveau podcast, on va commencer par se présenter pour que tout le monde situe un peu qui on est. Moi, c'est Jonas, je suis consultant immobilier et j'ai un service d'achat direct en Wallonie à Bruxelles pour les propriétaires qui souhaitent vendre bien rapidement. Ils peuvent nous contacter et on leur remet une offre rapide. Donc, on est amené à être sur pas mal de dossiers immobiliers tout au long de l'année. Salut, moi c'est Sylvain, je suis consultant immobilier également. Je suis plutôt spécialisé dans la rénovation du bâtiment. J'ai officié en tant qu'entrepreneur pendant quelques années, je le suis toujours, mais je me suis spécialisé dans le suivi des chantiers, des rénovations, et donc j'accompagne les clients pour les aider à comprendre tout le processus de rénovation de leur bâtiment et leur donner un maximum d'aide pour que le budget et les délais soient tenus. Donc voilà, moi plutôt dans le côté transaction, je dirais Sylvain plutôt dans le côté travaux. On est tous les deux des professionnels, on opère sur une globalité du marché wallon et moi personnellement sur Bruxelles. Toi Sylvain, je pense pas que tu travailles spécialement à Alors Bruxelles. moi, ça reste très localisé sur la province de Liège, ouais. On se retrouve ici sur la chaîne Wallonimo pour bah voilà pour parler IMO Wallonie en fait et pouvoir apporter un peu notre expertise sur divers sujets qu'on aura sélectionnés et on compte aussi évidemment sur vous pour nous proposer les sujets qu'on pourrait voir dans le futur dans les commentaires. Laissez un like si vous appréciez le sujet, abonnez-vous à la chaîne pour la suite et voilà, proposez-nous vos idées en commentaire, n'hésitez pas à nous faire vos remarques. Je pense que c'est vraiment l'endroit pour mener débat. Donc voilà. Sylvain, on va lancer notre premier sujet. Ah oui, avec plaisir, je t'écoute. Donc aujourd'hui, on parle de comment budgétiser ces travaux de rénovation en Wallonie. Déjà, il faut savoir qu'en Wallonie, les budgets de travaux sont globalement les mêmes, hein. Il n'y a pas beaucoup de différence entre des travaux à Mons et des travaux à Eupen. On est d'accord, Sylvain? Ouais, on va avoir quand même quelque chose de relativement stable à travers la Wallonie, ouais. La zone géographique est pas trop importante. Non, on va peut-être avoir l'opportunité d'avoir peut-être quelques rabais ou des différences de prix à la hausse et à la baisse, hein. Si on va sur la frontière française, on va pouvoir peut-être interpeller quelques entrepreneurs français qui ont peut-être un niveau de coût qui va être plus faible qu'en Wallonie. À contrario, si on s'approche de la frontière luxembourgeoise, on risque d'avoir là des prix de rénovation qui vont augmenter parce que les entrepreneurs qui travaillent sur la région, sur le Grand Duché de Luxembourg, ont tendance à quand même pousser leurs prix vers le haut et dupliquer les mêmes prix en Belgique. Donc voilà, on a quand même un coût qui peut, tu peux un peu peut être plus haut que dans le reste de la Wallonie. À remarquer aussi, on va avoir cette tendance-là un petit peu dans le BOE quand on approche Bruxelles ou dans les hyper-centres-villes où bah, le fait de l'accessibilité ou bah, du pôle économique fait que les travaux peuvent être un peu plus chers. Ok. La demande aussi, évidemment, pour les entrepreneurs dans ces régions-là. Ouais, bien sûr, ça a un impact important, hein. Le nombre d'entrepreneurs et la croissance de la demande dans une zone fait que les prix ont tendance à varier de manière plus importante. À noter aussi, hein, à mon avis, peut-être que tous les gens qui écouteront ce podcast sont pas spécialement à jour, mais depuis ces dernières années, les travaux ont vraiment très fort augmenté. Et donc, on va parler de prix aujourd'hui. Et si on en avait parlé en 2018, ça n'aurait pas du tout été la même chose. Non, je confirme, hein. Donc on a deux choses qui ont fortement fait varier les prix. La première chose, c'est la crise, donc la crise qu'on a avec l'Ukraine, et ensuite l'élévation du coût de l'énergie et les problèmes logistiques mondiaux qui ont fait monter très fortement le coût de l'énergie et le coût des matériaux. Et puis on a un effet pervers qui est arrivé derrière, parce que puisqu'en Belgique, on a une indexation automatique des salaires, ben, de manière un peu automatique, les prix ont tous été poussés vers le haut, ainsi que les heures de travail. Et donc, ben, on se retrouve avec des travaux, une facture finale de travaux qui est fortement augmentée par rapport à 2018-2019. T'as une idée d'indice d'augmentation? Ouais, je pense qu'on pourrait dire que je pense tout de même qu'on ne doit pas être très très loin des 15 à 20%, hein. C'est quand même énorme. Depuis, si je prends 2018 jusqu'à 2025, ouais, on doit être bien dans l'ordre des 20%, hein, 25%. Et encore, on va pouvoir un petit peu. Il y a des disparités en fonction de ce qu'on veut réaliser. Donc, euh, des travaux
qui font appel à des marchandises faciles d'accès vont peut-être avoir peu varié, alors que des travaux avec des marchandises un peu spécifiques, comme on peut penser à la brique. On a eu toute une crise en France sur les tuiles également qui étaient devenues indisponibles. Donc, dès qu'on rentre dans des matériaux un peu spécifiques et qu'on a besoin d'une cuisson, qui ont besoin d'une production proprement dite, alors on peut avoir des prix qui montent très très fort. C'est vraiment lié à la quantité d'énergie utilisée pour la production des matériaux. Ça et alors nos chaînes de production qui étaient faibles et la demande ayant été rabattue du monde entier sur l'Europe, ou voire même sur un pays, ben, du coup, les chaînes n'ont pas vraiment suivi, les chaînes de production n'ont pas suivi, ce qui fait que demande plus forte que l'offre, augmentation des prix. Ça marche. Ce que je te propose, Sylvain, à la rigueur, c'est qu'on fasse un petit tour du niveau de rénovation qu'on peut tomber quand on visite une maison. Voilà, on veut se positionner, avoir un peu une idée du coût des travaux. Moi, perso, je Ouais. fonctionne beaucoup au mètre carré. Donc, quand je vais rentrer dans une baraque, je vais dire, OK, ici, c'est un petit rafraîchissement. J'en ai pour 300-400 du mètre. Est-ce que tu penses que c'est un bon système de fonctionnement, ça, Sylvain? Je pense que c'est un modus operandi qui est assez intéressant pour dégrossir l'analyse, peut-être avant achat par exemple. On va pouvoir grosso modo parler de trois types de rénovation, donc légère, moyenne et profonde. Mhm. Et on va avoir des budgets qui vont varier de 0 à 500, de 500 à 1000 et au-delà de 1000 euros. Et donc, si on prend simplement le multiple des mètres carrés disponibles et qu'on applique le niveau de rénovation qu'on souhaite amener au bâtiment, eh bien, on va avoir un montant estimé de travaux qui me semble cohérent. Maintenant, il faut quand même avoir un peu d'expérience, hein, parce que c'est vrai que juger le niveau de rénovation, voilà, mais c'est vrai qu'après, quand on fait le détail par poste, c'est possible, hein. Donc, tu disais plusieurs niveaux, Sylvain, entre 0 et 500, 500 et 1000 et plus de 1000, ça c'est en fonction vraiment du niveau alors. Ouais, bah, en fait, je pense il y a 2-3 points importants. Le premier, c'est est-ce qu'on va toucher à la structure du bâtiment? Est-ce qu'on va toucher à sa charpente, son toit, la structure, donc les élévations verticales, les murs? Et est-ce qu'on va ouvrir de nouvelles baies, ce genre de choses? Là, des grosses démolitions aussi, on va avoir des budgets qui vont être relativement conséquents assez vite. Donc on peut parler de 0 à 500, on va rester dans une rénovation qui va dire esthétique. Donc, qui dit esthétique, ben, on va être dans la peinture, rénovation de la cuisine, la salle de bain, pose d'un carrelage, voilà, ce genre de choses. Mais ça va être assez limité. De 500 à 1000 euros, on va pouvoir envisager quelques postes qui sont la plupart du temps ben, le changement des châssis, une modification ou un remplacement des services, des techniques spéciales, donc chauffage, électricité, ventilation. Et puis alors, ben, au-delà de 1000 euros, ben, on rentre sur une rénovation profonde. Et là, on va quasiment intégrer tous les postes de la maison. On prend une maison qui a fini son cycle de vie, comme on dit, et on lui rend un nouveau cycle de vie en remplaçant tout ce qui doit l'être pour être parti pour une durée de 30 à 50 ans en fonction des techniques et des matériaux qu'on va utiliser. C'est ça. Là, c'est bien des montants hors TVA, on est d'accord, hein, Sylvain. Ouais, bien sûr. C'est déjà des gros budgets. Et alors, je crois que même sur une grosse réno où tu as une toiture à remplacer, des techniques complètes à reprendre, 1000 euros du mètre, c'est vraiment short. Donc, il vaut mieux peut-être compter dans ce genre de réno 1005, quelque chose comme ça. 1002, Bah, 1005. à partir du moment où on s'approche de plus en plus de la construction neuve, donc la différence entre une rénovation profonde et une construction neuve, c'est que en rénovation profonde, on a normalement déjà les murs, les briques sont déjà sur le chantier, elles sont déjà montées les unes sur les autres. On a déjà une charpente qui normalement est maintenue ou à peine rénovée, et on va surtout toucher à la couverture de la charpente. On va peut-être enlever la brique de parement pour y mettre un isolant et puis refaire une brique de parement. Mais par rapport à la construction neuve, où là, on doit acheter l'entièreté des matériaux et y additionner une main-d'œuvre pour construire, c'est là qu'on va marquer une grosse différence. Et étant donné qu'on parle actuellement entre 2500 et 3000 euros hors TVA le mètre carré de construction neuve, je pense que entre 1000 et 2000 euros ou entre 1500 et 2000 euros le mètre carré hors TVA pour de la rénovation profonde, on devrait, ça c'est logique, on devrait y arriver, étant donné que la différence de 500 euros qu'il y aurait entre la rénovation profonde à 2000 euros ou la construction neuve à 2500, ben c'est finalement l'achat des briques, les briques de Mhm, structure, les mhm. blocs.
et la main-d'œuvre nécessaire pour les monter, puisque tout le reste est remplacé de la même manière ou posé de la même manière. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment mon genre de réno. T'arraches tout, tu gardes 4 murs et tu repars sur les Ouais. bonnes bases. Ben, en fait, c'est un constat qui a été. Il y a deux choses là-dedans. Depuis l'arrivée de la rénovation énergétique sur le marché et ce problème d'inflation, il y a un constat clair qui a pu être tiré, c'est que au jour d'aujourd'hui, quand on rénove une maison, il est presque plus souvent euh, utile de démolir entièrement l'intérieur de la maison, de vider la maison et de reconstruire par l'intérieur que d'essayer de faire poste par poste. Parce que finalement, les techniques actuelles sont tellement, ont tellement une forte empreinte dans le bâtiment que il faut en règle générale démolir énormément pour passer les canalisations de ventilation, les nouveaux tapis chauffants, ce genre de choses. Et donc, partant de ce constat-là, automatiquement, il est beaucoup plus simple de vider tout et de recommencer. Et en règle générale, les coûts sont équivalents, voire même un peu plus faibles qu'en faisant du poste par poste à travers le temps. C'est ça. Mais évidemment, il faut avoir les moyens de tout faire d'un coup, mais c'est évidemment à favoriser. C'est vraiment en fonction, c'est à juger. Je pense que là, il y a vraiment intérêt à faire appel à un spécialiste. Euh, afin de savoir si l'une ou l'autre solution est la meilleure. Il y a une bonne analyse à faire là-dessus parce que ça peut représenter quelques milliers, voire dizaines de milliers d'euros de différence et on les préfère toujours dans sa poche que, que partie. C'est clair. On parlera peut-être des primes énergie un peu plus complètement une autre vidéo. Maintenant, je pense quand Mm. même que ça vaut la peine peut-être de faire un petit point sur une rénovation simplement énergétique. Donc là, on a parlé d'esthétique et de technique, mais et quoi, si l'esthétique est correcte et qu'on a juste du technique à rattraper, ça revient à combien? C'est spécifique en fait à chaque chantier, c'est toujours jusque où est-ce qu'on veut pousser le curseur, hein. Donc, euh, je vais prendre le cas d'une maison des années 90, juste avant l'apparition des premiers isolants dans les murs, ben, on pourra toujours faire l'arbitrage de se dire, je réisole mon toit, ce qui va me permettre de gagner 30% de déperdition énergétique, mais je fais l'arbitrage de ne pas rénover mes murs, parce que entre le coût de rénovation des murs et le gain énergétique, il y a pas, la balance est faible, et donc je conserve ce budget pour d'autres possibilités, d'autres choses dans le bâtiment, voire même conserver le budget tout court. Donc là, c'est vraiment au cas par cas. Mais a priori, une électricité, on va tourner autour de 10 000 € aujourd'hui en Belgique, 10 000, 15 000 €. Je parle pour une maison normale, hein, dans le commun des mortels. Et pour un système de chauffage, c'est un peu différent parce que une pompe à chaleur va être quelque chose qui va tourner autour de 25 000 à 30 000 €, quelque chose comme ça, en fonction si on met un tapis chauffant ou pas, si on est sur d'autres systèmes comme les pompes à chaleur RR. Donc là, c'est vraiment compliqué, mais je pense que pour tout ce qui est chauffage, on peut compter entre 15 et 25 000 €. C'est une fourchette un peu large, mais elle me semble cohérente. Je pense qu'il y a deux petits trucs encore peut-être qu'on peut voir, Sylvain. C'est les dangers. Donc tu vois, quand on prévoit des travaux, il y a quand même parfois certaines configurations qui amènent de gros surcoûts. Je pense notamment à un manque d'accessibilité. Tu vois, on achète une maison en cour arrière et le seul moyen d'aller évacuer, amener des choses, c'est à la brouette à travers le couloir. Tu vois, ce genre de Oui. choses auxquelles il faut être prudent. Peut-être que tu as, allez, deux, trois, quatre exemples de choses auxquelles vraiment il faut faire attention. Ouais, j'en ai même bien plus parce que je pense qu'aujourd'hui, par rapport au marché d'il y a quelques années, le marché est beaucoup, beaucoup plus complexe et beaucoup plus serré. Donc, on a moins d'opportunités. Et donc, oui. En fait, il faut savoir dans quel jeu on joue. Il faut savoir quel est le but de notre achat immobilier, si c'est un achat propre, si c'est un achat d'investissement, si c'est du placement. Je pense qu'en fonction du but, on doit analyser tout ça. Et il est clair que si voilà, c'est une maison qu'on veut pour sa maison, pour y habiter, et qu'on souhaite faire le choix d'être retiré, par exemple, ben, on peut se retrouver dans une configuration où on a une maison très retirée. J'ai le cas d'un ami qui a acheté du côté des hauteurs de Liège. Ben, il a une maison qui est au fond d'un chemin, très pentue. Il a décidé de faire une annexe, rénover entièrement la maison, une rénovation très profonde. Il a gardé quasiment que les quatre murs. Il a gardé que les quatre murs. Par exemple, pour lui amener
ces bois de charpente qui étaient assez importants, enfin c'était vraiment des bois conséquents, ben, le camion ne savait pas monter le chemin. Et donc il a dû faire appel à une grue, genre grue exceptionnelle, Mhm. pour lui poser sa faîtière sur son toit. Donc tout ça, bien sûr, c'est des surcoûts. C'est des surprises et en règle générale, ça a tendance à sortir clairement de l'enveloppe budgétaire qu'on s'est donnée. Donc ça, c'est l'accessibilité, c'est une chose. Et puis alors, on a bah, tous les soucis qu'on connaît, hein, donc c'est-à-dire humidité, pas vis caché, parce que forcément, c'est un vis caché, mais je veux dire tout ce qui pourrait être désagréable à long terme. Et je pense particulièrement à l'humidité. Et également, et c'est un peu d'actualité, bah, la zone inondable, c'est quand même quelque chose, on était peu sensibilisé avant les inondations de Verviers, le bassin de la Vesdre. Mais voilà, depuis, je pense que tout le monde maintenant est beaucoup plus sensible à ce sujet et fait attention à ce qu'il achète et où. Ce Euh, qui resserre encore le marché. pour info, il y a moyen d'aller chercher, donc c'est public, hein, les zones inondables, et ça peut être trouvé sur Wallon Map via un outil qui s'appelle Wallon Map. Peut-être qu'on fera aussi un jour un tutoriel ou une vidéo dédiée à l'utilisation de cet outil. Et alors, Ouais, ce serait avec plaisir. Je pense que juste, ça intéresserait beaucoup de gens. juste à vos inondables, tu disais quoi, Sylvain? Non, rien. Donc, je parlais de l'activité, enfin pardon, l'accessibilité L'accessibilité, c'est ça. au chantier. C'est les deux grands pièges à l'accessibilité. Je pense aux grandes villes, au centre-ville. Donc, on peut trouver. J'ai un exemple qui me vient parfaitement en tête. Rue Pondil à Liège, qui, si je ne m'abuse, est la rue du Palace, où je fais peut-être une erreur, on me corrigera, mais voilà. Ben, on est dans une rue piétonne avec des accès limités, une possibilité de livrer tôt le matin et tard le soir pour les commerçants. Et on voit dans ces résidences qui se trouvent dans cette rue-là, il y a pas mal d'appartements et studios à vendre qui peuvent être très intéressants dans le cadre de la location pour les étudiants ou dans la location courte durée. Mais quand on doit y faire des rénovations, on est soumis à cette accessibilité limitée, au fait que il peut ne pas y avoir d'ascenseur ou le comité du bâtiment n'autorise pas qu'on utilise l'ascenseur pour monter et descendre des matériaux. Donc on doit faire appel à des échelles spécifiques, à du, à des monts de charge. Et donc ça, c'est des choses qu'il faut bien sûr prendre en compte. Ça complique très fort un chantier. Bon, je pense qu'on peut terminer avec un dernier point parce qu'il y a quand même des motivés qui sont prêts à faire une partie, voire tout eux-mêmes. Combien Ouais. tu dirais qu'on peut économiser sur un poste quand on fait les travaux soi-même? Moi, je compte souvent 60 main-d'œuvre, 40 matériaux, tu vois, hein. Ouais, bah, j'allais dire 50%. Je pense que clairement, bon, après, quand on réalise soi-même, on a tendance à faire des petites erreurs. Donc, ces petites erreurs devront peut-être être modifiées, elles vont amener des petits surcoûts. Mhm. Mais si on y va pas à pas, qu'on fait les choses sérieusement, je pense on peut franchement aller chercher 50% par rapport à faire réaliser ça par un professionnel. C'est ça. Et peut-être que bon, il y a des fois vous prenez un professionnel là pour la toiture. C'est vrai que bon, la toiture ça fait peur. Il faut faire attention les étanchéités. Maintenant, monter les tuiles, tout le monde peut le faire. Donc celui qui veut faire des petites économies, il peut toujours proposer à son professionnel de faire un peu son mandat, hein, les saltages. Moi Ouais. j'ai un pote qui fait ça régulièrement et il gagne quand même pas mal sur ses devis, hein. Ouais, donc l'ami dont je parlais là, qui sur les hauteurs de Liège, il a aidé son couvreur à faire le toit, et donc ouais, il a eu droit à un rabais qui correspondait au nombre d'heures qu'il a donné à son entrepreneur, quoi. Voilà. Sylvain, tu penses qu'on a autre chose à voir? Non, en tout cas pas pour la rénovation pour l'instant. Je C'est pense que bien. le sujet qui serait intéressant dans le même cadre, c'est les primes énergétiques, et je pense Ouais. qu'on y reviendra prochainement. Ouais, tout à fait. On va tourner ça bientôt. Et écoute, on est juste en dessous de 20 minutes. Je pense que c'est pas mal. On peut Ouais. s'arrêter ici pour le premier. Merci à tous pour votre écoute. J'espère que vous avez appris quelque chose. N'hésitez pas à nous faire vos remarques. Si on a dit des bêtises, n'hésitez pas à nous le faire remarquer. Et voilà, un petit like, un petit abonnement pour suivre le reste des épisodes. Et à bientôt. À bientôt.